bonjour et bienvenue à cette capsule durant laquelle on aborde la chimiothérapie. Donc, ensemble, on va démystifier, on va mieux comprendre c'est quoi le traitement. On va également vous parler du déroulement, donc comment ça se passe avant, pendant et après un traitement. On va également discuter des objectifs, donc pourquoi on a recours à ce traitement-là, puis finalement, quels sont les impacts qu'il peut avoir là, sur votre corps. Tout ça, je le fais avec une invitée que je vous présente à l'instant, Madame Céline Blouin, qui est infirmière, qui a travaillé pendant plusieurs années en salle de traitement, donc qui a accompagné des gens qui ont passé par la chimiothérapie. Donc, bonjour Céline. Bonjour Élodie. Merci d'être avec nous. Et la première question, en fait, que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est la chimiothérapie? Parce que c'est un terme qui peut faire peur, qui peut sembler un petit peu lourd également. Donc, si on essaie de le comprendre, de mieux le comprendre, en fait, là, qu'est-ce que c'est la chimiothérapie? Ben, premièrement, la chimiothérapie, c'est un médicament systémique. Ça veut dire quoi systémique? Ça veut dire que ça va partout dans le corps. C'est un médicament qui va aller détruire les cellules à développement rapide et on sait pertinemment que la cellule cancéreuse, c'est une cellule à développement rapide. Donc, partout dans le corps où il peut rester des cellules cancéreuses, la chimiothérapie va aller essayer de la détruire. Donc, grosso modo, ça ressemble à ça de la chimiothérapie. Puis, dans quel contexte on a recours où la chimiothérapie va être utilisée? Est-ce que dès qu'on parle d'un cancer, on doit s'attendre à passer par ce traitement-là? Ben, c'est sûr que non. C'est pas tous les cancers qui nécessitent l'administration de chimiothérapie. Je pourrais vous dire, dans trois contextes, on peut utiliser la chimiothérapie. En néoadjuvant, adjuvant et en palliatif. Ça veut dire quoi ces mots-là? Néoadjuvant, ça veut dire avant la chirurgie. Je vais vous donner l'exemple d'un cancer du sein. La masse est quand même assez grosse, 8 cm, 9 cm. Le médecin, pour éviter d'avoir une mastectomie totale, va peut-être décider de donner de la chimiothérapie avant pour faire diminuer la masse à l'aide de la chimiothérapie qui va éviter à la femme d'avoir une mastectomie totale. Ça peut être aussi dans le cancer du côlon, des masses aussi qui sont grosses. Des traitements de chimiothérapie vont être administrés avant. Donc, aussi, il y a des cancers qui sont peut-être un peu plus agressifs et pour éviter la dissémination. La dissémination, c'est quoi? C'est pour pas que les cellules, lorsqu'on enlève la masse, pour pas qu'il y ait des cellules cancéreuses qui aillent se promener dans le corps. Ça, c'est en néoadjuvant. Ça, c'est dans un premier temps, mais c'est pas tout le monde qui va avoir recours à ça. Adjuvant, ça veut dire c'est complémentaire à la chimiothérapie. Si on s'aperçoit, si je donne encore le même exemple au niveau du cancer du sein, la mastectomie a été faite. Suite à ça, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des risques accrus de récidive. Si c'est un cancer, parce qu'on dit cancer du sein, c'est un mot général. Cancer, il y a plusieurs sortes de cancers, plusieurs grades, stades. Donc, si on s'aperçoit que le cancer est un petit peu plus agressif ou qu'il y a des risques de récidive plus grands, à ce moment-là, on va donner de la chimiothérapie pour diminuer les risques de récidive. Puis finalement, en palliatif, les gens vont dire, hey, palliatif, c'est la mort. Non, pas nécessairement. C'est un terme général qui va nous dire que si la chirurgie n'est pas possible, comme dans le cancer du poumon ou autre, à ce moment-là, on va donner de la chimiothérapie. C'est elle qui va être le traitement principal des tumeurs solides. Qui va être là pour diminuer et même effacer, là, je vous dirais complètement, les masses du corps humain. Ou dans les cancers liquides qu'on appelle la leucémie, lymphome, myélome, on ne peut pas enlever le sang, on ne peut pas enlever la moelle épinière. Donc, la chimiothérapie devient le traitement principal. Il y a aussi dans un contexte métastatique. Métastatique, ça veut dire quoi? Quand les gens disent cancer stade 4, ça veut dire que le cancer a déjà migré dans une autre partie du corps. Ce sont des cancers qui se guérissent pas. Mais c'est de la chimio qui peut, elle, prolonger la vie, améliorer la qualité de vie. Donc, c'est à peu près dans ces trois contextes-là qu'on va pouvoir donner la chimiothérapie. Puis, dans le fond, l'objectif ou le but visé va vraiment dépendre finalement là, de chacun du type de chimiothérapie finalement que la personne, auquel la personne va avoir recours. Oui, ben c'est sûr, ça dépend des. C'est pas chimio, c'est pas juste un traitement. Il y en a des centaines et des centaines, tout dépendant du type de cancer, du type, comme je vous disais tout à l'heure, du grade, du stade. C'est à ce moment-là que le type de chimio va être décidé là, à ce moment-là.
Ce qui veut dire que c'est le médecin qui va, c'est vraiment le médecin qui décide si on doit donner de la chimio avant, pendant ou après. Là. C'est vraiment une décision là, médicale qui va être faite. Justement, est-ce que c'est le médecin traitant donc qui va déterminer si oui, on pourrait avoir un traitement de chimiothérapie, puis quel type à ce moment-là est approprié là, selon la personne finalement? C'est le médecin traitant qui peut prescrire la chimiothérapie? Oui, effectivement, c'est l'oncologue qu'on appelle. Souvent, la masse va être découverte peut-être soit lors de symptômes ou de dépistage, comme encore une fois le cancer du sein. Le médecin de famille qui découvre une masse, ben, à ce moment-là, va référer le patient, une fois que le diagnostic est énoncé, va transférer le patient à un oncologue ou un chirurgien oncologue, tout dépendant des sites hospitaliers. Si on est à Québec, au sud de Québec, c'est des chirurgiens oncologues. Donc, c'est le chirurgien qui va opérer et qui va prescrire la chimio par après. Dans d'autres milieux, d'autres villes, vous allez avoir le chirurgien et le patient va être transféré à un oncologue. Mais c'est toujours un médecin qui va prescrire. C'est une spécialité, l'oncologie. Donc, c'est le spécialiste qui va décider quelle chimio qui est la meilleure là, pour le patient. OK, super. Puis maintenant qu'on comprend un petit peu mieux, là, c'est quoi justement la chimiothérapie? Bon, il y a différents types. J'aimerais évidemment qu'on parle un petit peu du déroulement. Tu sais, comment ça se passe pour une personne qui sait qu'il va avoir recours à ce traitement-là. Puis j'aimerais qu'on voit vraiment là, chacune des, tu sais, avant, pendant, puis après. Donc, on regarde ensemble un petit peu là, le processus finalement là, du début jusqu'à après le traitement. Bien, certainement. Donc, avant, bon, une fois que les examens ont été faits, le diagnostic est posé, il va y avoir, pas toujours, mais souvent, il va y avoir des examens complémentaires pour s'assurer que le cancer n'a pas déjà migré. Un TACO, un PET scan ou autre, des examens que vous allez peut-être entendre parler. Une fois que les examens complémentaires sont faits, qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas de migration du cancer. À ce moment-là, il y a une préparation. Il va y avoir des prises de sang pour s'assurer que vous ne faites pas d'anémie, que votre système immunitaire n'est pas trop bas. On s'assure que tout est pour avoir des données de base avant de commencer. Il peut y avoir aussi le statut génétique. On entend de plus en plus parler de ça dans les cancers génétiques, les cancers du sein génétique, mais aussi on va s'apercevoir dans des cancers du côlon, il y a des médicaments qui peuvent être donnés s'il y a des gènes qui sont pas mutés ou autres. Ça peut être compliqué à comprendre, mais c'est des examens qui peuvent être faits. Mais c'est pas d'emblée des tests génétiques. Suite à ça, il va y avoir de l'enseignement. Souvent, tout dépendant, encore une fois, comme je vous disais, des sites, des villes, il y a certains hôpitaux qui vont faire des enseignements de groupe pour expliquer aux patients les effets secondaires, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il y a toute cette préparation-là qui va être faite. Ça, c'est le avant. Et tout dépendant aussi du genre de traitement de chimiothérapie qui va être donné. Avant, il peut y avoir l'installation d'un porte-4 ou d'un pick-line. Peut-être, Élodie, vous pourriez nous montrer, je ne sais pas si vous avez à l'écran. Oui, ça ici, c'est, vous voyez bien, ça c'est la façon la plus standard qu'on voit lorsque la chimio est intraveineuse. On appelle ça administration par voie périphérique, ce qui veut dire qu'il y a un cathlon, il y a une aiguille qui est installée là, au niveau du bras. La chimiothérapie va être donnée en clinique externe le plus souvent. De temps en temps, tout dépendant des cancers, lorsqu'on est en cancer hématologique, là, les leucémies, tout ça, la chimiothérapie va être donnée en milieu hospitalier. Mais sinon, c'est en clinique externe de chimiothérapie. Alors là, vous avez, ça c'est directement le pendant. Mais pour le avant, peut-être me montrer l'image suivante. On va pouvoir voir ici, vous avez à gauche un porte-4. Un porte-4, c'est quoi? C'est un petit tube qui va aller, là, qui va monter dans la veine supérieure et qui va descendre jusqu'au cœur. Le porte-4, ça ressemble à un petit tambour en métal avec le dessus en caoutchouc. C'est installé sous la peau, en voie presque sous-cutanée, je vous dirais. C'est installé en radiothérapie. Puis après ça, la peau est recousue. Quand vous allez arriver en salle de traitement, il y a une aiguille qu'on appelle un grippeur qui va être plantée, je vous dirais, dans ce caoutchouc-là. Pourquoi on installe ça dans différentes façons de faire? Si on a des chimiothérapies qui doivent être poursuivies à la maison,
À ce moment-là, le patient va partir. On pourra regarder un petit peu plus tard, là, je vous montrerai là, un perfuseur. Ça, c'est dans certaines chimiothérapies. Ou si la patiente ou le patient est difficile à piquer, ou si on pense qu'il va y avoir de la chimio à long terme, à ce moment-là, on peut installer un porte-4. C'est la meilleure façon. Puis vous voyez aussi, voyez-vous en haut à droite, là, à l'image de droite, l'aiguille qu'on voit, c'est ça le grippeur, là. Fait que voyez-vous, on passe à travers la peau, on installe une aiguille et vous avez le soluté, on va installer la chimiothérapie par là. Si quelqu'un doit poursuivre là, la chimiothérapie à la maison, ça peut se faire là, grâce à cet élément-là, finalement. Exactement, parce que installer un soluté sur le bras, comme on a vu avant, c'est trop risqué. Il pourrait malencontreusement arracher le soluté. De la chimiothérapie qui s'écoule sur un bras ou autre, c'est dangereux. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que automatiquement, on va installer soit le porte-4 qu'on voit présentement ou sur la prochaine image, Élodie, vous allez pouvoir voir un PICC line qu'on installe. Le PICC line, c'est un petit peu la même façon de faire. Ça rentre au niveau de la veine supérieure et ça se rend jusqu'au cœur. La différence, c'est que le cathéter est installé, comme vous pouvez voir, dans le bras et c'est fixé et ça rentre vraiment au niveau là, de la veine supérieure. C'est sûr que ce modèle-là demande un petit peu plus d'entretien, des changements de pansement. Le patient peut pas prendre de douche, il faut qu'il se lave. Il y a plus de manipulation avec ça. Mais c'est une autre façon de faire. Lorsque les chimios, ce sont des chimios qui sont dangereuses de brûler le bras ou si le patient doit repartir à la maison. Ça, c'est dans le avant. C'est installé avant le début de la chimio. Pendant, ben là, le patient va arriver à la salle de traitement avec soit l'installation du soluté qu'on a vu tout à l'heure, soit le porte-4 ou le PICC line. Et l'infirmière, il va y avoir une infirmière qui est spécialisée en oncologie qui va pouvoir donner le traitement. Le patient reste quand même sur surveillance accrue. Certains médicaments demandent une surveillance, je vous dirais, presque aux minutes. D'autres médicaments sont moins dangereux, je vous dirais, de brûler. Mais tout le long du traitement, le patient là, est sous supervision avec une infirmière. Il y a de l'enseignement qui est fait, encore une fois, tout dépendant des milieux hospitaliers, soit que l'enseignement est fait en salle de traitement ou avant. Souvent, la pharmacienne ou le pharmacien va venir rencontrer aussi pour expliquer c'est quoi les médicaments. Ça va être quoi les effets secondaires? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir contrer les effets secondaires? On va pouvoir, Élodie, s'en parler là, un petit peu plus tard ensemble. Ça, c'est le avant et le après. Il y a le après à court terme, quand le patient arrive à domicile, quand le patient arrive chez eux. À ce moment-là, il va avoir eu des prescriptions de médicaments à prendre là, de façon régulière selon un horaire que le pharmacien va avoir remis. Ces médicaments-là, comme de raison, vont avoir été prescrits par l'oncologue. Et à long terme, ben, on va voir selon les effets secondaires qu'on va discuter tout à l'heure, c'est quoi le après un petit peu d'un traitement. Ben justement, je pense qu'on est probablement rendu là, en fait, c'est de discuter un petit peu des effets secondaires. Donc, qu'est-ce qui peut avoir comme effet sur le corps, finalement? Quels sont les impacts? Puis j'aimerais qu'on termine aussi en mentionnant, tu sais, comment on peut accompagner, est-ce qu'on peut s'outiller aussi pour bien faire face, finalement, à ces effets secondaires-là? Certainement. Je vais juste peut-être, avant de parler des effets secondaires, Élodie, si vous me permettez, peut-être regarder l'image suivante, parce que je vous ai parlé, comme c'est ça exactement, je vous ai parlé là du perfuseur. Si le patient doit retourner à la maison avec une chimiothérapie, ça ressemble à ça. Puis vous allez entendre peut-être l'infirmière vous dire votre biberon. C'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse, parce que ça, c'est le terme souvent là, employé. C'est un perfuseur là, qui marche là, avec gravité, qui va donner la chimio là, tranquillement. C'était juste une petite parenthèse que je voulais vous donner. Alors, si on parle d'effets secondaires, effectivement, Élodie, il y a plusieurs effets secondaires. On a parlé en début de conférence que la chimiothérapie, c'était un médicament qui détruisait les cellules à développement rapide. Malheureusement, la chimiothérapie n'est pas encore assez performante, n'est pas encore assez évoluée pour être capable de différencier une cellule saine à développement rapide d'une cellule cancéreuse à développement rapide. C'est pour ça, entre autres, qu'on a des effets secondaires. C'est quoi les cellules à développement rapide? On a le système pileux. Donc,
c'est pas toutes les chimios qui font perdre les cheveux, mais il y a beaucoup de chimios qui font perdre les cheveux parce que le follicule est une cellule à développement rapide. Donc, la chimiothérapie va avoir un effet sur le follicule du cheveu et les cheveux, le poil, les poils pubiens, les sourcils, les cils, tout dépendant. Faut pas avoir peur non plus. C'est pas toutes les chimios qui vont faire toutes perdre ce système pileux-là, mais il faut quand même en être conscient. Ça va être l'infirmière qui va vous expliquer ça lors du traitement. Il va y avoir le trouble digestif. On parle souvent, les gens voient souvent au cinéma là, les nausées, vomissements, parce que la chimiothérapie, justement, va agir sur le système digestif. Il peut y avoir des ballonnements, des brûlements d'estomac, diarrhée, constipation, tout dépendant du type de chimio. Il va y avoir vraiment un enseignement qui va être fait personnalisé pour vous, selon votre type de chimio, qui vont vous dire quoi faire là, pour vous aider. Et surtout, il peut y avoir de la neutropénie. La neutropénie, c'est quoi ce mot-là? La neutropénie, c'est que le système sanguin, des globules rouges, des globules blancs, sont les cellules qui composent notre sang, qui sont à développement rapide. Les patients peuvent faire de l'anémie, donc peuvent avoir des transfusions sanguines, mais surtout, c'est la diminution du système immunitaire lorsqu'on parle de neutropénie. Donc, les patients sont plus fragiles aux infections. Puis souvent, c'est en période de nadir. C'est quoi ça, la période de nadir? C'est la période que la destruction des globules blancs va être à leur taux le plus bas. C'est souvent entre la 7e et la 12e journée post-chimio. Donc, les patients doivent être vraiment alertes face à ça. Est-ce que je fais de la fièvre? Donc, ça va être quelque chose à vérifier. Est-ce que je fais 38 de fièvre? Mais à ce moment-là, je revérifie dans une heure. Je prends pas de Tylenol, je revérifie dans une heure. Je fais encore de la fièvre, je me rends à l'urgence. Pas de Tylenol parce qu'on veut qu'à l'hôpital, on puisse être capable d'évaluer votre condition. Je fais 38,3 de température. Oh, système d'alarme, on s'en va directement à l'urgence. C'est des données qui sont généralisées, je vous dirais. C'est pas juste à Jonquière, à Montréal ou à Québec, c'est partout. Maintenant, c'est unifié, c'est les normes. La neutropénie, c'est une complication qui peut engendrer beaucoup d'effets négatifs. Ça peut même entraîner la mort. Donc, on sait que 2% des gens en chimiothérapie peuvent mourir d'une neutropénie fébrile. Donc, c'est très important, lorsqu'on est en chimiothérapie, de faire attention. On fait attention. C'est sûr que là, on est en période spéciale, mais il faut faire attention. Si on croise des gens qui ont des infections, on fait attention. On se désinfecte les mains régulièrement. Je vous dis pas de vivre dans une bulle de verre, mais on essaie d'éviter les foules, les baisers avec les gens à gauche, à droite, les réunions familiales, lorsqu'il y a des gens qui sont malades. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup de précautions en période de chimiothérapie pour éviter les infections. Puis éviter finalement des complications, donc il faut se protéger là-dedans. Merci beaucoup, Céline, de nous avoir éclairé en fait sur le traitement, sur comment ça se passe, les effets. Puis en terminant, on a eu l'occasion de discuter évidemment, puis il y a un élément qui m'avait marqué dans notre discussion, que lorsque vous m'avez dit, ce n'est pas parce qu'on fait un traitement de chimiothérapie qu'on n'est pas beau, qu'on n'est pas belle. Donc il y a tout un volet estime aussi que je pense qu'il est important de nommer. Donc c'est pas parce qu'on passe par ce traitement-là que nécessairement on ne peut pas rayonner quand même. Donc, je pense que c'était, pour terminer sur une note positive, là, je pense que c'est un élément puis un message qu'on peut envoyer là, finalement à tous ceux qui vont visionner cette capsule-là. Effectivement. C'est sûr qu'on est plus fatigué. Il y a de la fatigue, tout ça. Mais comme je dis toujours, c'est pas le cancer qui régit notre vie. On reste quand même des femmes, des hommes. On a une vie à vivre. Donc, si on avait l'habitude de se maquiller avant, si on a perdu nos cheveux, on peut porter une prothèse capillaire. Si ça nous intéresse pas, il y a des petits chapeaux, il y a plein de trucs. Souvent, il y a l'organisme bel et bien dans sa peau que les gens peuvent aller visionner, aller voir. Puis, ça fait du bien au moral aussi, là, de pouvoir. Lorsqu'on passe devant le miroir, puis on ressemble à Caillou, là, c'est déprimant. À ce moment-là, de pouvoir s'arranger un petit peu, puis dire, je suis quand même une femme, je suis pas juste une malade. Je pense que c'est important de se le rappeler. Oui. Vraiment. Merci beaucoup, Céline. Ça fait plaisir, Élodie.